Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live Kate in the USA, un live Twitch, donc cette plateforme qui nous permet bien d'interagir. Donc moi je vous propose des thèmes et vous pouvez commenter, vous pouvez rajouter des exemples. C'est tout l'intérêt de cette plateforme et de cette interactivité qu'on trouve vraiment super et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Alors déjà je voudrais vous remercier parce que c'est un challenge relevé, je suis très fière. On s'était fixé comme mission de dépasser les 100 followers et on les a dépassés en une semaine. Et Francky, qui je crois nous a déjà rejoint, bonsoir Francky, eh bien tu avais raison, tu m'avais dit tu verras, tu passeras la barre des 100 ce week-end. En parlant du week-end dernier, eh bien bravo, tu avais fait un très bon pronostic, on a même été au-delà de ce que l'on espérait. Et puis c'est pas terminé, on va continuer sur notre lancée, j'espère pouvoir passer les paliers au fur et à mesure, ça nous permet de débloquer pas mal de fonctionnalités. Donc on est vraiment ravis et on vous remercie de nous suivre. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Moi c'est Kate pour ce live Kate in the USA et aux manettes, à la technique, on a James. Bonsoir James. Bonsoir à tous. Et puis on a aussi de temps en temps, mais il boude de plus en plus, notre ski Indy, qui aurait été vraiment à propos ce soir, puisqu'on va parler de l'Alaska et des survival movies. Peut-être qu'il viendra nous rejoindre et s'asseoir à côté de moi sur le canapé, mais rien n'est moins sûr parce qu'il commence à faire très chaud. Comme en Alaska d'ailleurs, l'été il fait assez bon, hein. Contrairement à ce qu'on croit, on pense qu'il fait tout le temps froid, mais l'été on a des températures tout à fait agréables. Voilà, donc on y reviendra de toute manière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce live, c'est un live consacré à la culture américaine. Pour vous donner quelques exemples, on a parlé des feel-good movies des années 80, on a parlé de la représentation du rêve américain dans la réalité et au cinéma, on a traité des comédies musicales, des twists dans le cinéma, on a traité de plein de choses. Et ce soir, alors j'ai choisi l'Alaska et les survival movies parce que, alors je ne me souviens plus exactement pendant quel live on a parlé de ça, mais on a évoqué Into the Wild. Il me semble que c'était lors des road movies, exactement James. Lorsqu'on a parlé de la route 66, on a évoqué également les road movies et on a parlé longuement de Into the Wild et on avait eu un petit débat, un début de débat, on avait amorcé un débat et on discutait de Into the Wild versus Wild. Donc on y reviendra dans une deuxième partie. Mais avant tout, on va d'abord parler de l'Alaska, essayer de voir voilà, ce que c'est cet état qui fascine, qui passionne, qui effraie aussi. Et pourquoi tout ça? Eh bien, on va essayer un petit peu de vous éclairer et de déblayer le terrain à propos de l'Alaska. Alors je sais que Francky nous a rejoint, je pense que Sylvie nous a rejoint aussi. Également on a Léo, salut Léo. Isa, ça arrive tranquillement. Ça arrive, merci de nous rejoindre petit à petit, voilà. C'est le live Kate in the USA et ce soir on a choisi de parler de l'Alaska et des survival movies. On va revenir sur Into the Wild et Wild, mais il y a d'autres films qui sont des survival movies. On va se mettre d'accord déjà sur ce que c'est. Je pense que là il ne va pas avoir trop débat. Voilà, la définition sera assez simple à donner. Survival movies, les films qui portent sur des personnages qui font tout pour survivre. Voilà, on y reviendra de toute manière dans une deuxième partie, puisqu'on va commencer par parler de l'Alaska. Alors, comme je disais en préambule, l'Alaska est vraiment un état des États-Unis qui fascine et qui passionne, mais c'est aussi une terre tellement hostile qu'elle effraie. Il faut savoir que l'Alaska, bon, c'est le Grand Nord, hein, c'est le nord-ouest des États-Unis. C'est de l'Amérique du Nord, hein, du continent, puisqu'il n'y a aucune frontière terrestre entre l'Alaska et les autres États des États-Unis. Alors je pense que James va peut-être pouvoir On a mis une petite carte. Ah voilà, déjà, oui. je ne savais pas, super. Voilà, une petite carte pour vous expliquer où se situe l'Alaska. Donc on doit la voir bien à gauche de la carte, bien en haut. À la limite du Canada et ensuite on a les États-Unis. Donc effectivement, il n'y a aucune frontière terrestre entre l'Alaska et le reste des États-Unis, tout comme Hawaï d'ailleurs, qui est le dernier État à avoir été annexé. Donc les deux derniers États
sont l'Alaska et Hawaï. L'Alaska est le 49e État des États-Unis à avoir été annexé. On y reviendra également. Voilà, donc c'est une terre hostile, c'est parce qu'il y fait froid, parce que les terrains, la terre est très difficile d'accès. Mais bon, après, c'est aussi la ville. L'Alaska, dans l'imaginaire collectif, c'est le grand froid. Ça, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est pour vous l'Alaska, on imagine peut-être des glaciers, on imagine voilà, des loups, des ours. Souvent, on parle d'ours polaires. Alors, il y a d'autres animaux qui peuplent l'Alaska, mais ce sont les images qu'on a tous de l'Alaska, surtout ce grand froid. Alors, la capitale de l'Alaska, c'est Juneau, et c'est une ville, c'est pas une très très grande ville, la plus grande ville de l'Alaska, c'est Anchorage, mais Juneau est sa capitale. Et pour revenir sur la météo en Alaska, on dit qu'effectivement, en hiver, il fait très froid, il y pleut beaucoup. Et par contre, l'été est plutôt agréable, c'est des températures agréables. Donc on a les deux, voilà. Mais ça, c'est dans la ville de Juneau. Et Anchorage, c'est un petit peu la même chose aussi au niveau température. Mais c'est un état qui attire beaucoup, qui attire des aventuriers. Je crois que le mot-clé pour les gens qui veulent découvrir l'Alaska, c'est des gens qui veulent partir à l'aventure. Et très souvent, c'est une aventure aussi intérieure. Comme c'est le cas dans Into the Wild, on verra plus tard que le parcours du héros, Christopher McCandless, c'était vraiment un parcours initiatique, une découverte de soi. Et à l'instar de ce personnage, Christopher McCandless, beaucoup de personnes partent à l'aventure dans l'Alaska pour découvrir le pays, mais aussi découvrir ses limites, aller le plus loin possible, pousser ses limites au maximum. Alors, il faut savoir que le mot Alaska signifie continent, et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je pense que c'est encore le cas, on appelait, ou on appelle encore, mais c'est plutôt quelque chose qu'on disait autrefois, on l'appelle l'Amérique russe, puisqu'on n'est pas loin de la Sibérie. On n'est pas loin de la Sibérie par le détroit de Bering, et Bering vient d'ailleurs du nom du découvreur, de l'explorateur qui a découvert l'Alaska. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire au départ de ce que je voulais vous dire. On a dit que c'était le 49e État, donc il n'y a pas de frontière terrestre entre l'Alaska et le reste des États-Unis. C'est au nord-ouest. Alors, quand on regarde la carte, je ne sais pas si la carte est encore sous vos yeux, mais non, là, il y a des belles photos d'Anchorage en haut et de Juneau en bas. Très bien. Tu peux remettre la carte, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais non, mais c'est pas grave. On voit que l'Alaska a une frontière terrestre avec le Canada, et pas avec les États-Unis. Donc on est à la limite, donc c'est bordé par la province. James, tu peux me rappeler le nom de la province de Yukon. Voilà, Yukon. Et la Colombie-Britannique qui sont donc deux régions du Canada. Donc c'est ce qui borde l'Alaska. Donc on est vraiment on est plus proche bien sûr du Canada, et on reviendra d'ailleurs sur le fait, mais on peut en parler directement. Donc autrefois l'Alaska appartenait à la Russie, donc au tsar Alexandre II. Alors il a voulu à un moment donné s'en débarrasser parce que l'Alaska était considérée comme une terre avec peu de ressources naturelles. Forcément c'est quand même une terre qui est assez peu peuplée. Si on devait faire le parallèle entre la densité en Alaska et par exemple Manhattan à New York, eh bien pour faire un parallèle, pour vous donner une idée, il n'y aurait que 16 habitants à Manhattan. Voilà, pour donner, voilà, parce que c'est tellement gigantesque, c'est tellement grand, c'est le plus grand État des États-Unis, mais par contre il est peu peuplé parce qu'il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de parcs, la densité est très très faible. Il faut savoir que les habitants, beaucoup d'habitants d'Alaska ont le permis, alors je sais pas comment on dit si c'est permis, mais ils ont le permis de voler, ils savent piloter en fait. Beaucoup d'habitants de l'Alaska savent piloter parce que c'est tellement grand que pour se déplacer,
il y en a beaucoup qui ont des avions privés. Alors c'est pas la majorité, mais beaucoup de gens savent de toute manière piloter parce que voilà, pour aller d'un endroit à l'autre, ils se servent de leur avion. C'est quand même quelque chose qui nous est très étranger. Alors je crois que James voudrait... Ouais, dans les films, il n'y a pas aussi, on voit beaucoup des hydravions. Oui, et des hydravions. Des lacs, c'est ça? Oui, parce qu'il y a des lacs, effectivement. Il y a, quand on fait des recherches, pour cette émission, j'ai fait quelques recherches sur l'Alaska, on voit beaucoup d'hydravions et des petits avions aussi privés. Voilà, donc c'est ce qui explique qu'une majorité d'habitants de l'Alaska qui savent piloter des avions, des hydravions, voilà, parce que c'est très très grand. Oui, encore une remarque. Alors, Sylvie nous dit, c'est vrai quand même que les photos font envie, à méditer pour sa prochaine expat. Donc je lui ai répondu, donc c'est vrai que du Caire jusqu'à Anchorage, il y a quand même un sacré choc de culture. Mais alors je crois que, alors c'est méconnu, l'Alaska est un peu méconnu, on a beaucoup de préjugés sur l'Alaska, je pense, voilà, il fait froid, on s'imagine cette terre hostile. Mais c'est aussi un très très... Bon, après, tous les États des États-Unis ont leur charme, ont des paysages spectaculaires. Mais l'Alaska, je trouve, c'est pour ça que je voulais en parler, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Et puis, je crois que justement, parce qu'on a tellement de préjugés, c'était intéressant de les déconstruire aussi, même si beaucoup de préjugés sont justifiés finalement. Voilà. En Alaska, il y a des légumes géants par exemple, parce que bon, le soleil dure longtemps, il y a des nuits plus longues aussi, tout ça est favorable pour que les fruits et surtout les légumes grossissent, et ils ont carrément des légumes géants en Alaska, voilà, c'est très, très particulier. Alors l'Alaska a été, quand on dit que l'Alaska est un très grand état, c'est tellement vaste que ça correspond à 20% de la surface des États-Unis. Donc c'est 20% de l'Alaska correspond donc à la surface du pays en entier. Et ça correspond aussi à 3 fois la France métropolitaine. Donc la surface de l'Alaska, c'est 3 fois la France. Donc juste un État qui est très peu peuplé correspond à 3 fois la France. Donc, pour vous dire à quel point c'est immense. On a une idée par rapport aux autres États, la taille par rapport au Texas par exemple? Alors il faudrait regarder, mais tout à l'heure tu avais une carte, je pense que ça peut donner une idée précise. Alors je t'avoue que je n'ai pas comparé la grandeur de tous les États par État, mais on voit très bien quand on regarde la carte que l'Alaska est un grand État. Après, il y a d'autres grands États, mais l'Alaska, ça correspond quand même à 20% des États-Unis. Donc c'est quand même énorme, et 3 fois la France. Alors pour revenir sur les origines, sur l'explication du fait que l'Alaska est un État américain et pas un État canadien, parce que finalement, vu la proximité entre l'Alaska et le Canada, on aurait pu penser que l'Alaska fasse l'acquisition, que le Canada, pardon, fasse l'acquisition du Canada et pas les États-Unis. Alors ça s'explique par plusieurs choses. Alors à l'origine, donc le tsar Alexandre II, donc on est à la fin du 19e siècle, il veut se débarrasser de l'Alaska parce que voilà, c'est peu peuplé, il y a peu de richesses naturelles. Alors il se dit que la population aussi, elle peut pas être trop protégée, on peut pas faire grand chose, donc bon, s'il y a moyen de s'en débarrasser, il s'en débarrasse. Alors, effectivement, la logique aurait voulu qu'il la cède au Canada, qui était donc à la limite, qui était proche avec une frontière terrestre, sauf qu'à l'époque, le Canada, c'était une colonie britannique. Et la Russie avait fait la guerre au Canada et à la France d'ailleurs, et au Royaume-Uni et à la France, donc il ne voulait pas céder l'Alaska à son ancien ennemi. C'est pour ça que c'est pas revenu au Canada, parce que d'une certaine manière ça venait au Royaume-Uni. Et d'un autre côté, ils se sont dit bon tiens, on va faire une proposition aux États-Unis qui ont accepté.
mais c'était aussi un moyen pour le gouvernement américain de freiner l'expansion de l'Empire britannique. Donc c'était aussi ça. Donc ça se justifie comme ça. En gros, la première proposition d'achat, parce que ça s'est monnayé, hein, c'est un peu abstrait, mais ça s'est monnayé, c'est 5 millions de dollars de l'époque, qui correspond à peu près 120 millions de dollars aujourd'hui. Donc c'était 5 millions la première proposition, et finalement ça a été adjugé, on va dire, à 7 millions, qui correspondent à 120 millions de dollars d'aujourd'hui. Voilà. James ? Oui, on a Sylvie qui nous pose une question, elle nous dit, et niveau culture, ils sont plus proches du Canada ou des States? Alors après c'est l'Amérique du Nord. Alors quand on entend, alors moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui vivent à Juneau, dans le cadre de mon métier, et on dirait vraiment, alors on a le sentiment qu'ils se sentent américains, quand même très américains, et après le Canada, ils sont américains, et après on est à la limite d'un Canada très anglo-saxon, donc quand même on est en Amérique du Nord, donc ça se ressemble, mais ils se sentent vraiment américains. Ils se sentent américains, mais le fait de leur isolement, ils sont très attachés à leur État. Et en général, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, n'avaient pas eu, alors c'était des jeunes, hein, c'était des adolescents, ces adolescents-là, finalement, ils n'étaient jamais allés aux États-Unis. Et ça se comprend, alors qu'ils étaient déjà allés au Canada. Voilà, pour répondre à ta question. Je ne sais pas si ça y répond vraiment. En tout cas, effectivement, les personnes avec lesquelles j'ai été en contact disaient que voilà, ils ne sont jamais allés dans leur pays, aux États-Unis. Par contre, ils sont déjà allés au Canada. Mais c'est une histoire géographique, en fait. Donc, ils se sentent américains, forcément. Mais géographiquement, ils se sentent aussi près du Canada. Mais alors là, la culture, c'est quand même très... ça se noie, là, quand même, un petit peu. Oui, James. Tu dis qu'ils sont proches donc, des États-Unis, forcément, parce que c'est américain. Ils sont américains, sauf que la ville de Juneau, c'est quand même elle a une connotation française, le mot Juneau. Ah, alors là, j'ai pas fait de recherche sur la ville de Juneau, tu as l'air mieux au courant Non, que pas moi. du tout, je suppose J-U-N-O-A-U. Alors il y a beaucoup de noms qui ont plutôt un caractère natif. Le détroit de Gatineau également, sur lequel se trouve la ville en question. Oui, alors j'ai pas fait de recherche sur les noms des villes, mais c'est intéressant. James va faire des recherches sur l'origine de la ville de Juneau. J'ai pas cherché ça. Alors est-ce que c'est lié, alors je vais pas faire de pronostic, on cherchera là-dessus. En tout cas, voilà, c'est pas qu'ils se sentent américains, ils sont américains, mais le fait d'être loin, quand même, voilà, ils sont pas forcément allés dans d'autres États que dans le leur. Et ce que me disaient donc les jeunes gens, c'est qu'ils ont beaucoup visité l'Alaska. Voilà. Par contre, ils ont essayé leurs parents leur font découvrir le pays. Et ceux avec lesquels j'ai parlé, eh bien, ils étaient très très fans de leur ville, parce que c'était Juneau en particulier. C'est une petite communauté où tous les gens se connaissent. C'est pas une très très grande ville, contrairement à Anchorage. Et les gens se connaissent, ils sont très bienveillants, ils vont regarder les matchs ensemble. Il y a beaucoup de festivals de musique. Voilà, c'est très animé, il y a beaucoup de restaurants. Voilà. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Je suis jamais allée à Juneau, hein, ni en Alaska d'ailleurs, donc voilà, c'est ce que j'ai appris à travers les personnes avec lesquelles j'ai échangé sur l'Alaska. Est-ce que tu as une réponse pour l'origine du mot Juneau? Non, j'ai pas de réponse. Je suis en train de regarder, je cherche. Ok, cherche. Donc on disait que le tsar donc a décidé de vendre l'Alaska plutôt aux États-Unis qu'au Canada et donc à l'Empire britannique. Et vraiment, le gouvernement américain était très enthousiasmé à l'idée d'acquérir l'Alaska en vue de freiner l'influence du Royaume-Uni dans le monde, en vue de freiner son rayonnement. Voilà. Alors, en plus, ils étaient soutenus aussi, enfin, le gouvernement américain était soutenu par les pêcheurs qui pensaient que si l'Alaska était cédée au Canada, ça allait leur porter préjudice. Donc il y avait vraiment une communauté qui était derrière et qui encourageait l'acquisition de l'Alaska. Voilà, donc c'est ce qui a justifié cette acquisition. Par contre, pendant 30 ans, entre le moment où il y a eu les transactions, on va dire, et la fin du 19e et le début de la ruée vers l'or,
pendant 30 ans, pendant cette période-là, donc de 1860 à 1896, un truc comme ça, une bonne trentaine d'années, ils ont eu l'impression qu'ils avaient fait un mauvais choix et une mauvaise acquisition, parce qu'effectivement, comme d'ailleurs le tsar Alexandre II le disait, voilà, c'est un pays, ce sont des terres où il y avait peu de ressources. Et puis, quand ils ont commencé à découvrir de l'or, ben là ça a tout changé, ça a vraiment changé la donne. Alors je crois que James a une remarque. Alors, il a fait des recherches très poussées, je sens. Très poussées et qui sont confirmées par ISA, enfin par les Dupnotes. Donc Joe Junio était donc un chercheur d'or canadien. Canadien, tout à fait. Et donc qui est né en fait à Saint-Paul-l'Ermite au Québec, et donc il a cofondé avec Richard Harris la ville de Juneau, qui est la capitale actuelle de l'Alaska, et donc la première importante découverte d'or à Juneau, ou l'île de Douglas, en face de Juneau, date des années 1880. Voilà, on est à la fin du 19e siècle, on a la ruée vers l'or de l'Alaska. Alors ça porte un autre nom, la ruée vers l'or, je l'ai noté quelque part, ça va me revenir. Le Gold Rush peut-être. Alors le Gold Rush, non mais c'est la ruée vers l'or de l'Alaska et la ruée vers l'or de... Il y a un nom à sonorité native. Mais ça va me revenir, ou je vais le retrouver dans mes notes après. Donc là vraiment ça change le fait que... Klondike. Non. Ça me revient plus, mais ça, je l'ai noté quelque part, donc je vais le retrouver. Donc là, vraiment, ça change tout. Alors là, il y a d'un coup 100 000 prospecteurs, c'est beaucoup quand même, qui partent à l'aventure de la ruée vers l'or dès qu'il y a eu cette découverte dans une mine d'or. Enfin, ils ont fait une mine d'or et les prospecteurs ont afflué. Alors, ils sont partis pleins de bonne volonté, pleins d'espoir. Voilà, c'était l'espoir, sauf que ils avaient des charges lourdes puisqu'il fallait du matériel. Le terrain est quand même très compliqué d'accès. Il faisait très froid, beaucoup de fatigue. Et puis finalement, ils sont partis à 100 000 et puis ils sont arrivés qu'à 30 000. Il y en a beaucoup qui ont rebroussé chemin parce que c'était trop compliqué. Et finalement, il y en a entre 3 000 et 4 000 qui ont trouvé véritablement de l'or sur les 100 000 de départ. Mais quand même, ça a fait une plus-value pour l'acquisition de l'Alaska. L'Amérique pensait avoir fait une mauvaise acquisition, et puis avec ça, ça a changé la donne. Et voilà, l'Alaska est un bijou maintenant pour les États-Unis. C'était une belle acquisition finalement. Voilà, tout ça pour la modique somme de 120 millions de dollars. C'était très étrange quand on y pense, voilà, cet achat. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter un État comme ça. Je l'ai découvert avec mes recherches. James, est-ce que tu as trouvé le nom de ce que je recherchais? Non, j'étais sur autre chose. Donc alors, Phil nous dit, c'est quoi le sujet ce soir? C'est pas Emma Stone. Non, alors là, ça va être très difficile de parler d'Emma Stone, puisque Phil 630628, aujourd'hui on parle de l'Alaska. Donc dans une première partie, je voulais qu'on voit ce que c'est que l'Alaska, et dans une deuxième partie, on va parler des survival movies, parce que quelques survival movies se passent en Alaska, et puis il y en a d'autres qui ne s'y passent pas, mais on va essayer de débroussailler tout ça. Mais on partira, le point de départ c'est quand même pour moi l'Alaska, et notamment la comparaison entre Into the Wild et Wild. On n'est pas d'accord, James et moi, sur les deux films. Je sais que les Dupnotes non plus ne sont pas d'accord avec moi. C'est la team Wild et moi je suis la team Into the Wild. Mais on y reviendra après. Donc voilà, on parle de l'Alaska. D'ailleurs, à ce propos, ça serait pas mal. Il est pratiquement 9h30, 21h30. Je pense qu'il est temps de faire un petit point intermédiaire, je dirais. Et on va lancer la minute de James, et dans la minute de James, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas de quoi on parle, eh bien s'il a suivi, s'il était avec nous, je suis pas dans la merde. Normalement James devrait nous faire un résumé exhaustif de tout ce qui a été dit depuis qu'on a commencé ce live. Alors c'est parti pour la minute de James.
Alors heureusement que ça dure qu'une minute, on va broder, hein, n'est-ce pas? Non, je rigole. Moi, ce que j'ai retenu sur la première demi-heure, c'est que donc on est quand même sur un thème qui est super intéressant parce que ça fait partie des deux États des États-Unis qui n'ont pas de frontières, deux États qui ont une culture complètement, je vais pas dire complètement différente, mais on parle pas d'Hawaï, hein, bien évidemment, mais de l'Alaska, qui est quand même, on va dire. Pas en autarcie, mais complètement isolé. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur est-ce que ils ont une culture plutôt américaine, puisqu'ils sont américains, est-ce qu'ils ont une culture plutôt canadienne parce qu'ils sont proches des Canadiens. On voit qu'il y a des mots avec des consonances françaises, donc canadiennes, donc québécoises. Ah oui, québécoises. Et donc du coup, c'est vrai qu'on peut être amené à se poser pas mal de questions. Moi, ce que je retiens de la première demi-heure et surtout des petites recherches qu'on a faites ensemble, etc., c'est qu'est-ce que c'est beau. Déjà, c'est vraiment des paysages qui sont à couper le souffle et qui sont complètement, c'est unique. On va pas les retrouver, on va peut-être les retrouver en Russie également parce qu'il doit y avoir certainement de magnifiques paysages. On est très très près de la Russie. Et on est très proche de la Russie, de la Sibérie avec le détroit de Bering, etc. Mais c'est vrai que la première chose qui frappe, c'est cette beauté dans les paysages. Moi, ce que j'ai relevé également de ce que tu dis, parce que le fait d'avoir un husky, je suis conscient que les étés sont pas forcément aussi froids qu'on l'imagine, parce que même en Sibérie, il y a des étés qui sont relativement chauds à 30-35 degrés, et donc c'est certainement le cas en Alaska, je suppose. Alors, il faut toute proportion garder. Effectivement, il y a certaines zones de l'Alaska où il va faire des températures tout à fait agréables. Par contre, l'Alaska, c'est quand même l'état au monde où il y a le plus de glaciers. Il y a 100 000 glaciers. Donc, effectivement, dans un glacier, il fait pas chaud. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai retenu à ce niveau-là. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un chien donc, qui est issu, entre guillemets, de cette zone géographique. C'est vrai que ça peut être étonnant de se dire que les températures sont élevées. Moi, j'ai relevé une dernière chose dans mes petites recherches, c'est que il y a eu une période en 2021, donc cette année, où l'Alaska n'était pas l'état le plus froid des États-Unis. Et ça, il faut le savoir. Au Texas, en février, il faisait plus froid qu'en Alaska. Et oui, et d'autant que les gens là au Texas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était au Texas où ils ont été complètement pris de court. Oui. Et c'était une catastrophe. Ils étaient absolument pas prêts à affronter de tels froids. Alors qu'en Alaska, ils sont habitués. C'est quelque chose de banal pour eux. Dans les animaux, puisqu'on a parlé du husky, il y a des animaux en Alaska qu'on appelle les Big Five. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez, voilà, à quels animaux vous associez l'Alaska. Bon, on a parlé de l'ours polaire, l'ours, bien sûr. Quels autres animaux vous viennent à l'esprit? James, tu as un animal qui te vient tout de suite à l'esprit. Là, j'ai mis la photo d'un ours, mais forcément, je pense qu'on va parler du caribou. Oui, on a un caribou, comme au Canada, mais c'est logique. Bah oui, logique. On a des élans. Alors, je ne sais pas si tu as mis une... Alors là, on a la photo d'un ours. On peut bien évidemment mettre la photo d'un caribou. Il n'y a pas de souci. Un caribou, ça serait bien qu'on voit un caribou. Coucou. Voilà. Alors, Phil nous demande, est-ce qu'on a la distance entre l'Alaska et la Sibérie? Alors oui, on est à 82 km ou 83 km entre l'Alaska et la Sibérie par le détroit de Bering. C'est 80-82 km. Donc c'est très proche. J'imagine voilà, c'est 82 km, c'est rien quoi. Juste pour faire un parallèle qui n'a aucun rapport, entre Cuba et la Floride, on a combien de distance je crois qu'il y a lorsqu'on est 200 km, je crois. Combien? Je crois qu'il y a 180 ou 200 km. Ah oui, j'aurais dit un petit peu moins. Mais voilà, non, je dois te dire des bêtises. Il me semble que c'est moins. Après, c'est en miles qu'on l'a. Bon, il faut vérifier, mais ça doit être comparable. Peut-être un peu plus entre la Floride et Cuba, et entre la Sibérie et l'Alaska. Mais c'est très proche, voilà. En tout cas, c'est moins d'une centaine de kilomètres. Oui, James? Alors, je voulais juste aussi remettre, avant de finir ma petite minute de James, je ne l'ai pas terminée, mais il y a juste un dernier point, après je te redonne la parole jusqu'à la fin du... Et c'est très intéressant, la population de Juneau, c'est aux alentours des 30 000... Juneau, pas Juneau. Juneau, c'est aux alentours de 30 000 personnes.
Oui. Sachant qu'à Toulon, par exemple, nous avons une population de 167 000. Oui, c'est une petite communauté. C'est tout petit. Oui, La Valette est à 27 000. Oui, c'est une toute petite communauté et ce que disaient donc les adolescents avec lesquels j'ai parlé, c'est tout le monde se connaît pratiquement. Ils vont voir, il y a deux grands lycées, deux lycées importants à Juneau et il y a des tournois de basket, des tournois de foot américain. Voilà, ils vont voir des concerts. Bon, ils ont une vie tout à fait normale, mais c'est une petite communauté. C'est ce qui est agréable en ce qui concerne Juneau, et Anchorage est beaucoup plus grand. C'est pas du tout la même densité. Oui, James? Alors je disais pas de bêtises, en fait la distance entre Key West et Cuba c'est 329 miles. Voilà, 329 miles, alors que entre la Sibérie et l'Alaska, c'est 80 km, donc c'est beaucoup moins. C'est très près. Voilà, c'est entre l'Alaska et la Sibérie. C'est très près. Alors au niveau des animaux, puisqu'on on parlait du ski, on a parlé de l'ours, du caribou, on a des élans. Je sais pas si alors là, tu on a as... une belle photo de deux loups d'Alaska. On a des loups, Alors, on a des mouflons. Alors les mouflons. Oui, on a des mouflons. Alors ça c'est marrant ça, les mouflons. Il y a des gueule. Est-ce qu'on voit un mouflon? Oui, on a mis un mouflon là. Voilà, il y a bien sûr des lynx, des renards, voilà, mais alors, les mouflon... les big five, ce sont les ours, les caribous, les élans, le mouflon et le loup. D'accord. Alors le mouflon c'est quoi comme... c'est quoi? C'est un mouton ce truc là, non? Ouais, genre. Ça a l'air d'être un... Alors est-ce que ça a un rapport avec les Rams? Alors... Parce que ça a l'air d'être un peu ça, non, quand même, hein. C'est un peu des boucs. Ouais. D'accord. Pour revenir tout à l'heure, on parlait de la ruée vers l'or. Tu m'as cité un nom, alors je l'ai peut-être pas, ça m'a pas fait tilt. Tu avais cité quel nom pour la ruée vers l'or tout à l'heure? Parce que c'est Klondike. Klondike. Alors, le problème, c'est que je sais pas si ça. Je pense que c'est Klondike. C'est ça. Et donc c'est entre 1896 et 1899. Donc on a découvert, on pensait qu'il n'y avait pas tant de ressources, et puis finalement il y avait de l'or, et donc il y a plein de prospecteurs qui se sont rués sur l'Alaska pour aller chercher de l'or. Voilà, et sur les 100 000, il n'y en a que 30 000 qui sont arrivés à destination parce que c'était extrêmement compliqué, et que entre 3 000 et 4 000 qui ont véritablement trouvé de l'or. Voilà, ça a attiré une population. Oui, James? Je sais pas si c'est une vanne ou pas de la part de Léo qui nous dit le fromage de mouflon. Oui. Ah, ça existe vraiment, le fromage de mouflon? Oui, peut-être, oui. Je sais pas, comme ça a l'air d'être une sorte de brebis avec des grosses cornes. Oui, je pense, oui. Alors, je vais demander est-ce que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Tu nous dis, Léo, si c'est bon. Alors tout à l'heure on disait, quand James m'a parlé de la météo en Alaska, donc bien sûr qu'il fait froid, bien sûr qu'il pleut, il y a des températures plus modérées l'été, donc il fait tout à fait bon l'été. Il y a quand même 100 000 glaciers en Alaska, ce qui est énorme. Et il y a aussi des volcans. Le dernier en date qui s'est réveillé s'appelle le volcan Pavolov. Et il a projeté descendre jusqu'à 6 000, pardon, pas 100 000 quand même, 6 000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment, il était très très en colère le volcan. Donc ça, voilà, donc en Alaska c'est bizarre, voilà, il y a autant le volcan est très présent, et les glaciers, le froid, le chaud, c'est très étonnant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en faisant des recherches. Voilà, on me disait oui, donc plus de la moitié des glaciers du monde se trouvent en Alaska quand même, hein, c'est plus de la moitié. C'est le pays où il y a le plus de glaciers au monde, donc 100 000 glaciers. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire sur le Grand Nord, sur l'Alaska, à la limite donc du Canada. Alexandre II, le tsar, qui l'a vendu aux États-Unis pour pas le vendre au Royaume-Uni, pour pas le vendre au Canada qui faisait partie des colonies britanniques. Voilà. Et finalement, c'était peut-être pas une bonne acquisition au départ, et avec la ruée vers l'or, c'est devenu une bonne acquisition. J'ai un moustique qui me court après là, voilà, il est parti. Voilà, donc ça c'était dans une première partie. Je trouve que James s'est bien débrouillé pour la minute de James. Voilà, Je dormais pas en fait. Il dormait pas, il écoutait bien. On écoute studieusement ce que tu nous racontes. Voilà, mais c'est vrai que ce sont D'ailleurs, j'ai pas dit une vanne depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas Fuck yeah. Voilà, ça manquait un petit peu. C'est vrai que c'est... Voilà, quand on imagine l'Alaska, on a certains préjugés, mais c'est des préjugés qui sont quand même dans l'ensemble plutôt
plutôt fondé quand même. Oui. Donc on est toujours sur ce débat de fromage, de mouflon. Est-ce que c'est... On me dit que c'est glacé, on me dit que non, c'est frais. Va falloir qu'on creuse l'histoire. Et on a Phil qui il nous demande est-ce qu'il y a des tauntauns qui sont en fait des... Je sais pas si... il faut être initié Star Wars, donc on est malheureusement pas sur la planète Hoth. Il n'y a pas de Luke Skywalker ou d'ailleurs de Han Solo qui est en train de faire un petit tour de tauntauns. Mais il fait quand même très très froid. Oui, il fait très très froid. Mais les gens, ils sont habitués. Ils vivent avec le froid depuis toujours. Voilà, donc c'est de la rigolade. Nous, ici, quand il fait froid, c'est la fin du monde. Eux, c'est quelque chose de banal. Voilà, ils vivent là, ils savent que c'est comme ça et ça leur plaît même. Après, il y a des gens qui vont aller en Alaska pour se confronter à l'hostilité de la nature. C'est vraiment un état. Quand on pense à différents pays, on se dit que lorsqu'on veut se tester, les Américains en tout cas quand ils veulent se tester, aller au bout de leurs limites et jouer aux aventuriers, ils vont notamment aller en Alaska. C'est un pays où il y a beaucoup de parcs, alors qui ne sont pas forcément bornés comme ça peut l'être en Californie. Voilà, il y a vraiment une liberté. L'Alaska, c'est associé à la liberté. Voilà. Mais alors par contre, c'est la liberté, mais c'est aussi le danger. C'est vraiment une terre extrêmement hostile. Et je voudrais qu'on passe à Into the Wild. Donc Into the Wild est un film de Sean Penn, mais c'est surtout à l'origine une histoire vraie. Donc c'est l'histoire de Christopher McCandless, qui est un jeune homme fraîchement diplômé de son université. Et quelques jours après avoir été diplômé, il décide de... Alors c'était quelque chose qu'il avait mûrement réfléchi, pas très bien préparé en revanche. Voilà, ce qu'on retient du parcours de Christopher McCandless, c'est qu'il n'avait pas très bien préparé. Alors ça a été 2 ans d'errance. Son objectif, c'était donc de traverser le nord des États-Unis et aller jusqu'en Alaska. Il l'a fait puisqu'il est arrivé en Alaska. C'est ponctué de rencontres. On sait tout ça grâce à son journal intime, grâce à quelques photos qu'il avait conservées et qu'on a retrouvées. Donc son parcours, c'était vraiment aller jusqu'en Alaska et vivre, retourner à l'état sauvage, à l'état de nature et trouver le bonheur à travers cet état de nature. Donc il laisse tout tomber du jour au lendemain. Le journaliste qui a écrit le roman dont le film Into the Wild de Sean Penn est adapté, c'est Jon Krakauer, qui est lui-même un aventurier. C'est pas un journaliste dans son bureau, c'est un journaliste qui va sur le terrain. Il est lui-même grimpeur, donc il a déjà fait le parcours qu'a fait Christopher McCandless. Et quand il raconte l'histoire de Christopher McCandless à partir du journal intime, il s'est projeté et il a essayé d'imaginer ce qu'il avait traversé, ce qu'il avait vécu et pourquoi il avait fait tout ça. Donc à l'origine, c'est un rejet de sa famille, un rejet de la société de consommation, l'envie d'être confronté à la nature. Le problème, c'est que il a un peu rempli son objectif puisqu'il est arrivé en Alaska. Alors c'était compliqué, mais il y est arrivé. Il a eu la chance, vraiment c'est un concours de circonstances, il tombe sur un endroit pour le protéger qu'il a appelé The Magic Bus. Donc c'est un bus qui est vraiment un endroit extrêmement improbable et qui est devenu son logement pendant quelques mois. Alors c'est même pas des mois parce que ça dure 2 ans en tout, mais finalement en Alaska il reste peu de temps, relativement peu de temps, à chasser, à essayer de trouver des plantes pour se nourrir. Il avait juste un livre avec quelques informations pour manger telle ou telle plante. Il a beaucoup maigri bien sûr dans son périple. Et puis finalement c'était un parcours intérieur. C'était la volonté de se tester et de savoir ce qu'était vraiment le bonheur. Et il arrive à un constat, à l'issue de cette errance de 2 ans, il arrive à un constat et il dit que le bonheur, en fait, il n'est vrai, il n'est possible que s'il est partagé. Autrement dit, il s'est rendu compte qu'on ne peut être heureux que si on est entouré et si on partage ce bonheur-là. Si on est tout seul,
ça n'a pas la même valeur. Donc il prend conscience de ça et puis il décide de retourner à la civilisation. Alors il avait fait déjà une tentative de retour à la civilisation et puis finalement il a été dépassé par les événements, il est retourné à la nature. Il s'est renommé d'ailleurs, il a perdu son nom de Christopher McCandless et il s'est fait appeler Christopher Supertramp, vraiment le vagabond. Et au moment donc où finalement il prend conscience que le retour à la civilisation est nécessaire et voilà, il veut retrouver sa sœur qu'il avait un peu abandonnée et même ses parents au final. Quand il décide de repartir, eh bien la nature a pris le dessus et il fallait qu'il traverse une rivière. Et puis bien sûr, la rivière étant crue, impossible de traverser. Sauf que, en regardant un reportage sur Into the Wild et sur le roman Into the Wild donc de Jon Krakauer, j'ai découvert que Christopher McCandless, il avait mal préparé son périple, il n'avait pas de bonne carte. Et en fait, un tout petit peu plus haut, un petit peu plus en amont du point où il a essayé de traverser la rivière, eh bien, il y avait un spot avec un câble qui permettait de traverser la rivière. Donc c'était vraiment à quelques mètres, il fallait juste avoir la force psychologique et physique de remonter un petit peu la rivière et il aurait pu traverser. Sauf qu'il était arrivé à un tel point de fatigue physique et psychologique qu'il n'a pas réussi à faire ça. Et puis surtout, il n'y a même pas pensé. Et donc il est retourné dans son Magic Bus et malheureusement, il tombe sur une plante qui va l'empoisonner. Et voilà, je ne spoile pas vraiment l'histoire parce que... Un peu quand même, non? Voilà, un petit peu, mais Christopher McCandless... La semaine dernière, c'était Seven. Non, mais Christopher... Into the Wild. Into the Wild... N'hésitez pas à venir pour la semaine prochaine, nous allons spoiler un prochain film. Non, mais Into the Wild, on sait quand même que ça se finit pas super bien. Voilà, on sait jamais. C'est tout le cheminement. Alors, il y a les pour Into the Wild et les opposés à Into the Wild. Il y a des gens qui trouvent que le film est trop long. Après, c'est vraiment... Et puis, c'est peut-être un peu déconstruit. La narration est déconstruite parce qu'elle est faite forcément de flashbacks. Mais voilà, il n'y a pas une linéarité dans la narration. Mais je trouve qu'il est vraiment intéressant. Je trouve que la musique est très belle. Je trouve que Emile Hirsch, l'acteur, est très bien. Et dans le film, on voit, et dans le reportage que j'ai vu, on voit aussi des images, quelques photos qui restaient du vrai Christopher McCandless. Voilà. Donc c'est vraiment aller jusqu'au bout, tester ses forces jusqu'au bout. Et c'est un parcours initiatique. C'est vraiment... c'est une errance, mais qui est décidée. Donc c'est le survival movie, puisque bon voilà, on est en plein dans le film de survie. On voit plein de passages où il est obligé de chasser des animaux. D'ailleurs, un passage de sa vie qu'on voit un peu dans le film, mais qui est bien expliqué dans le roman et dans certains reportages, c'est qu'à un moment donné, il est obligé, pour se nourrir, il va tuer un élan. Et le problème, c'est qu'il n'est tellement pas préparé à ce voyage qu'il ne sait pas comment on conserve la viande. La viande, ça ne se conserve pas, voilà, si on n'a pas de frigo, on ne peut pas conserver la viande. Il y a des moyens de conserver la viande qu'il ne connaissait pas. Et bien, l'élan est complètement massacré dès le lendemain. Et ça a été une très grande frustration, une très grande tristesse pour lui quand il a vu que l'animal, il l'avait tué pour quelques morceaux, pour pas grand-chose, finalement, puisqu'il n'a pas pu le conserver et voilà, l'utiliser au quotidien. Et donc, voilà, ça a été une grande frustration. Il l'explique dans son journal intime et Jon Krakauer l'explique aussi dans le roman. Il y a James qui veut... Alors, j'ai pas compris. Isa nous dit très très beau film et elle dit les mouches. Alors, on devrait répondre à quelque chose que tu étais en train de dire pendant que moi les je mouches, disais... c'est pour l'élan. D'accord. Parce que okay. quand il tue l'animal... Puisqu'il ne sait pas le conserver, il ne sait pas. Il y a des choses pour le conserver, j'imagine, avec du sel. Enfin, je sais pas, je suis pas experte en survie, mais lorsqu'on est bien préparé, on sait de toute manière, nos ancêtres conservaient la viande, ils n'avaient pas de frigo, hein. Donc il y avait forcément des moyens de le faire. Sécher la viande. Il séchait la viande avec du sel. Bon, lui ne savait pas du tout comment s'y prendre, donc c'est la preuve qu'il était extrêmement mal préparé. Voilà, il n'avait pas les bonnes cartes, il ne savait pas comment conserver de la viande.
il s'empoisonne avec des plantes. À un moment donné, voilà, alors je dis pas que c'est dramatique pour lui, mais voilà, il n'était pas bien préparé. Et c'est ce que les gens disent autour lorsqu'il est mort et lorsque les gens qui vivent en Alaska autour de l'endroit où il était en parlaient entre eux et disaient mais que c'était un fou, que c'était qu'un illuminé, quoi, parce qu'on part pas dans des conditions aussi extrêmes avec si peu de matériel et si peu de connaissances de la survie. Voilà, donc il était mal préparé. Voilà, c'est de toute évidence, c'est ça. Par contre, le film, la musique est très belle, les personnages sont très intéressants puisqu'il rencontre énormément de gens sur son chemin. Et puis, le personnage lui-même est intéressant. Bon, voilà, effectivement, on a spoilé, mais voilà, il n'était pas très bien préparé. C'est ce qui explique aussi une fin dramatique. Donc, si un jour vous envisagez d'aller en Alaska, tester vos capacités de survie, bon, prévoyez mieux le séjour. Oui, James. Alors il y a Phil qui nous dit, moi je préfère Into the Wild parce que je préfère Kate à James. Donc logique puisqu'il n'a pas aimé le meilleur film de tous les temps qui s'appelle Les Évadés. Donc peut-être que c'est une bonne transition pour parler de Wild comparé à Into the Wild. Oui, alors Into the Wild est donc une histoire vraie. C'est l'histoire de Christopher McCandless. Ok, ça on a vu, on a même spoilé la fin. Excusez-moi pour ceux qui ne connaissaient pas